Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube, je fais une communication spéciale ou alors des dossiers noirs spéciaux exclusivement sur YouTube aujourd'hui. J'aurais pu d'ailleurs ne pas faire cette communication ou ces dossiers noirs au regard de mes multiples activités professionnelles et aussi de quelques difficultés techniques. J'ai donc eu à ne d'ailleurs pas faire une annonce pour Facebook et je croyais prendre un peu de répit pour des raisons professionnelles et aussi familiales qui ne me permettent pas d'avoir assez de temps pour ce samedi. Mais hélas, parce que vous êtes déjà habitués et parce que l'actualité parfois me contraint à revenir de toute urgence, eh bien, je suis donc devant vous pour que je puisse au moins communiquer par rapport à quelques dossiers chauds qui brûlent actuellement, non seulement au Cameroun, en Afrique, mais aussi dans le monde. Dossier noir du samedi soir, en raccourci, oui, en raccourci, exclusivement sur Facebook. C'est parti. Le Cameroun est toujours dans le noir. Le Cameroun est toujours dans le tunnel. Un tunnel non éclairé, un tunnel sans guide, un tunnel où on pleure. On est dans des ténèbres difficiles à s'en sortir, dans la mesure où la vie est déjà très difficile et que la mort nous guette partout. Même lorsqu'on se lève le matin sans être malade, on n'est pas sûr de rentrer le soir. Certes, nous sommes appelés à mourir, mais des accidents de la route au Cameroun, on en a comptabilisé 7000. 7000 en un an. 7000, c'est un record. Et on ne compte pas des morts. Et parfois on dit, mieux vaut prendre l'avion parce que là-bas, c'est aussi beaucoup plus sûr. Mais aujourd'hui, le Cameroun n'a même pas une compagnie nationale, Camerco et KO, ou alors tous ces avions ressemblant à quelques oiseaux de sorciers volant, parfois par hasard, souvent loués dans des garages et repartant aussitôt hoquetant, tremblotant, et c'est quand on atterrit qu'on dit qu'on est arrivé. À côté de Camerco, on peut aussi voir Kotko, que beaucoup applaudissent parce que traitant au moins avec du pétrole, de l'or noir, on s'est dit certainement que les employés de Kotko sont épargnés et qu'ils peuvent bénéficier de beaucoup d'avantages. Surtout qu'ils prennent ce qu'ils peuvent appeler les aéronefs. L'aéronef de Kotko était-il neuf? On ne le sait pas. Il était de quelle marque? On ne le sait pas.
puisque les informations ne sont pas communiquées par rapport au clash qu'il y a eu au Cameroun. Un clash qui malheureusement s'est soldé comme on pouvait l'imaginer. Tous les passagers sont décédés. Ils n'étaient pas certes nombreux, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 morts. 11 morts. Donc 2 membres de l'équipage et 2 employés de cette compagnie qui étaient chargés, bien sûr, de convoyer le pétrole du Tchad vers souvent Kribi, le port de Kribi, le Cameroun touchant beaucoup de royalties. Le clash s'est passé en plein jour. On ne sait pas encore si ce sont les conditions météorologiques ou si c'est la défaillance d'un appareil. Le dernier clash que le Cameroun a connu, c'était en 2007 avec un bilan macabre, 114 morts, dont 34 Camerounais. Et là, on avait évoqué la défaillance d'un appareil. Pour l'instant, silence, parce qu'on ne sait pas encore ce qui s'est réellement passé. Toujours est-il que selon quelques informations ou le communiqué publié par Kotko, le vol est parti de Yaoundé-Nsimalen, l'aéroport, aux alentours de 12h44. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien, puisque à 150 km de Yaoundé, l'avion s'est écrasé en pleine région du sud. L'avion en flammes, les corps complètement carbonisés, personne ne pouvait être sauvé. Les sapeurs-pompiers sont arrivés, semble-t-il, trop tard. Et d'ailleurs, comment pouvaient-ils sauver dans de telles conditions, dans la mesure où, même quand c'est en pleine ville, ils n'ont pas de capacité pour le faire. Même quand un marché brûle, ils arrivent souvent en retard. Beaucoup plus en retard encore, les équipes déployées sur place pour essayer au moins de sécuriser la zone. On a vu les mêmes erreurs se répéter comme lors de la catastrophe ferroviaire des ECA. Le Cameroun ne tire pas de leçons des accidents des temps passés. Le Cameroun ne tire pas de leçons pour essayer d'améliorer ne serait-ce que ses secours. Pour toutes ces personnes qui sont décédées, pour toutes ces familles accablées, j'adresse mes profondes condoléances. Ce n'étaient pas des Martiens, c'était des Africains et plus particulièrement des Camerounais, des familles. Je suis cependant surpris que pour un accident aussi grave, le premier Camerounais, Paul Biya, soit absent
plus de 48 heures, voire plus, sans communiquer, que le chef du gouvernement, le Premier ministre Joseph John Gouté, se taise lorsqu'il s'agissait d'un simple bar qui avait pris feu une boîte de nuit. On avait vu les membres du gouvernement se mobiliser. On avait vu le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gongo, descendre sur place. Paul Biya publier un communiqué. On avait vu le ministre de l'administration territoriale à Tangandji faire une descente immédiatement. Le ministre de la communication, René Sadi. Tout le gouvernement était mobilisé pour une boîte de nuit. Parce que cette boîte de nuit, qui ne rapportait rien à l'État, est détenue par des membres du gouvernement, dont particulièrement le secrétaire général à la présidence qui, avec la première dame, ont des actifs. Mais pour un accident qui concerne quand même 11 familles, un avion, et dont on parle dans le monde entier, qu'on ne voit pas le chef d'État camerounais adresser des condoléances à l'immédiat. C'est plutôt l'opposition qui s'exprime. On voit plutôt de l'extérieur des gens qui pleurent, mais pas le président de la République, pas le chef du gouvernement, pas le secrétaire général de la présidence, pas le ministre de l'administration territoriale. Et pourtant, rien que pour le pipeline, le Cameroun reçoit depuis des centaines de milliards par an. Mais le Cameroun ne connaît pas ceux qui vont se sacrifier là-bas pour travailler et qui meurent dans l'indifférence totale. Ceci est beaucoup plus surprenant que cet accident se passe dans la région du centre et plus particulièrement à Nangaï et Boko. C'est-à-dire le village de la première dame, c'est-à-dire le village du secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo. Dans quel pays sommes-nous donc? Ils n'ont pas de temps. Tout le monde se pose la question. Où est Paul Biya? On joue à cache-cache, attendant le 20 mai pour qu'il apparaisse comme le Messie et qu'il fasse une revue de troupes à travers un 4x4 décapotable et qu'on dise il est vivant. Ça suffit. Tant pis pour les autres qui sont morts. À quoi sert le président du Cameroun aujourd'hui? À rien. Comme une statuette, comme un jouet. Il n'est plus là que pour servir d'alibi
de couverture à la première dame, Chantal Biya, et aussi au secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gongo. Pendant ce temps, c'est Chantal qui s'exhibe. Il y a deux chez elle et on la voit plutôt aller fêter, soi-disant une messe d'action de grâce dans un hôpital pour la naissance d'un bébé. Elle profite pour marquer son territoire. Elle va donc à l'hôpital pour prouver qu'elle est toujours là. Et c'est elle qu'on voit. Au moment où d'autres femmes sont mortes en brousse. Au moment où on demande où est le président, c'est Chantal qui apparaît. Déjà à Douala, on a vu tout un immeuble construit par l'OFECOM, mais avec le nom de Chantal Biya. Quel est donc le rôle véritable de la première dame aujourd'hui, si ce n'est prendre le devant effaçant son mari, comme Edith Wilson aux États-Unis, qui s'agitait alors que son mari était presque agonisant. Chantal Biya, c'est la photocopie aujourd'hui de Grace Mugabe. Sauf que Grace Mugabe ayant échoué de prendre le pouvoir, Chantal Biya, elle est en train de le prendre. Elle est en train de réussir. Elle est en train de tout mettre en œuvre. Méticuleusement, pointilleusement, avec ses réseaux. Elle est en train d'installer les pions partout. Elle se fait omniprésente. Oui, Mama Chantou est devenue Madame la Présidente. Quand elle va à l'hôpital, elle ne se gêne pas de se faire appeler Madame la Présidente. Et d'ailleurs, on avait vu, alors que les défilés ont été annulés plusieurs fois au Cameroun, la première sortie officielle, c'est Chantal Biya qui l'organise. Et c'est le 21 juin 2021. Elle invite les femmes des diplomates à travers ce qu'elle a créé, le CERAC. C'est par là qu'elle contrôle les femmes des ministres et c'est là où elle donne les directives. En fait, en contrôlant les femmes des ministres, c'est elle qui est le vrai chef du gouvernement. C'est elle qui dicte à la femme ce qu'elle doit dire à son mari. Le 21 juin 2021, alors qu'on nous disait qu'il y avait le confinement et qu'on ne pouvait rien organiser, on n'avait d'ailleurs pas organisé le défilé du 20 mai, Chantal Biya, elle organisait cette réception-là alors qu'on ne voyait pas Biya. C'est elle qui était devant. Avec les femmes des représentations diplomatiques. Mais quel est donc le rôle de cette première dame dans la Constitution? On ne trouve pas. Et d'ailleurs, certains érudits ou alors certains grands penseurs
ou soi-disant des plateaux télévisés. Tout un salut au grand créateur, le professeur Onangini, qui avait eu l'idée de créer le chantalisme, en voulant d'ailleurs lui décerner un doctorat comme on voulait décerner, comme on avait décerné à Grace Mugabe. En 2016, on avait tout fait pour même mettre dans la Constitution ou définir le statut de la première dame du Cameroun. Elle n'en avait pas besoin, puisque justement, voyant que son mari s'affaiblissait, elle ne faisait que prendre de plus en plus de la place. Chantal Biya gère donc le Cameroun comme elle veut et place qui elle veut. On le sait depuis. Elle avait commencé petit à petit à nettoyer le cabinet civil en chassant Belinga Boutou pour qu'il revienne. Il fallait son OK. Elle avait chassé Mebengo, qu'on croyait si proche de Biya, pour installer ses réseaux. Et pour installer ses réseaux, elle a commencé par prendre au palais Joseph Anderson Lee, qui était à la CRTV. Nous sommes en 2006. Et il entre au cabinet civil. Et la pieuvre va donc commencer à s'étendre progressivement, lentement, dangereusement et vigoureusement. Vigourou est devenu un véritable gourou, une secte, où si on ne s'incline pas devant elle, on est écrasé. Vigourou a installé tous ces gourous, marabouts et autres hiboux qui sont là pour écouter ce qu'on dit et chanter ce qu'elle veut. Chantal Marabout Hibou Vigourou est donc actuellement au palais pendant que son vieillard peut dormir, se réveiller, malade, se faire gronder, attendant impatiemment le jour où Dieu décidera. Oui, le jour où Dieu décidera. Pour qu'elle entre, crinière, toute dressée, rouge, comme étant la présidente. Madame la présidente, n'hésite donc plus à pouvoir placer les siens partout, voulant contrôler maintenant toute la sécurité. La dernière trouvaille est qu'elle est en train d'installer, c'est viser la sécurité même du président de la République, son mari, son époux. Autour de Biya, quand on voit la nomenclature aujourd'hui, non seulement on voit Abissou, qui est comme conseillère, mais conseillère de... Elle vient d'où? C'est la femme de Bidungpat. Bidungpat, qui est l'oncle de Chantal.
Comme conseiller, on a Dieudonné à celui-là, c'est Dieudonné. Dieudonné. Un certain Dieudonné. Dieudonné. Lui, il est là-bas. C'est Dieu qui lui a tout donné. Richesse, pouvoir, pour faire la samba au palais. Dieudonné Samba organise des sambas et aussi contrôle des sorties de sacs d'argent. Toujours côté argent, on a le petit enfant. Du côté de maman, la sœur de maman, son fils, c'est aussi mon fils. Mon goulou. Mongolo. Autant pour moi. Mondoulou Mongolo. Lui qui est assis comme intendant adjoint continue à contrôler tous les palais, tous les marchés et récoltant tout l'argent. Il faut vider les caisses de l'État qui est déjà endetté à plus de 11 000 milliards. Il faut tout ramasser, le trésor de guerre. Mondoulou Mongoloba, comme il a été surnommé, puisque c'est lui qui commande souvent du champagne, on a encore commandé alors que les festivités du 20 mai ont été annulées au palais. Mais tant qu'il y a possibilité de sortir de l'argent, il faut le faire rapidement. Mondoulou Mongolo est assis de ce côté, à la droite du père, et à la gauche, certes Mbondayolo, lui aussi, il ramasse sa part, mais juste derrière lui, celui qui le contrôle, et celui qui a un pouvoir illimité, c'est Pasto Baboké. Oui, Baboké, adjoint du directeur du cabinet civil, n'est pas n'importe qui. C'est l'ami d'enfance de la première dame. Depuis la cour de récréation de Dimako, où jamais il n'imaginait atterrir dans la mangeoire. Eux qui étaient habitués à la pauvreté, eux qui étaient des enfants considérés comme des enfants de brousse et qui atterrissent subitement dans la marmite de miel où il faut tout avaler jusqu'à se lécher les doigts. Et là, vers l'autre côté, c'est le demi-dieu. C'est son chouchou. Miou, miou. Gongo. Ferdinand. Oui. C'est lui qui est actuellement le président. Puisque même si le président vient de recevoir 12 gifles, on lui dit « signe ». Lui aussi signe en tremblotant. Et on vient dire en gongo sur haute instruction. Et il répercute sur haute instruction de l'homme battu. Vous, je vais vous battre. Voici comment fonctionne une république. Sur haute instruction du président emprisonné, je vous mets en prison. Sur haute instruction du président enchaîné, j'enchaîne tous vos pouvoirs. Sur haute instruction du président, voilà comment un pays fonctionne désormais. Et le plus grave, comme je le disais, c'est la sécurité. La sécurité du président, c'est la DSP.
à direction de la sécurité présidentielle. Or, depuis un certain temps, on ne voit pas beaucoup le général Ivo Desancio. Ou plutôt, le général Ivo, qui a souvent été le dernier boulon de Biya dans le sérail, est en train d'être déboulonné progressivement. Chantal Biya a déjà un nom. Et ce nom, c'est le colonel Evina. Il est au palais, effacé. Vous ne le connaissez pas. Lui aussi, s'il a été élu par Dieu, Dieu donné. Le colonel Evina attend son heure. Vous n'allez aperçu qu'une seule fois lorsqu'il fallait réceptionner des logements dédiés à la DSP ou bien aux militaires, conçus par la SIC. À part ça, le plan de Chantal aujourd'hui, c'est de tout faire pour que ce soit lui le prochain directeur de la sécurité présidentielle. Tout a été bien ficelé. Il est Nanga, comme Chantal Biya, comme Gongo. Et voilà donc le futur patron de la DSP. Le coup était que le général Ivo devait être remis dans des placards, comme tous les autres anciens généraux, comme le général Semenge, qui ne reste général que de nom, que de coquilles, mais qui n'en est plus un. Les responsabilités allaient lui être retirées. Mais dans son dernier élan, le président Biya, qui ne perd pas beaucoup de lucidité, lorsqu'il s'agit de conserver un peu son pouvoir, il s'est réveillé et puis il avait prolongé Ivo de 2 ans. Chantal est devenue furieuse, disant au président, mais il a déjà trop duré, il faut déjà qu'il parte. Biya est affaibli. Il peut apparaître en public après avoir avalé des vitamines, reçu des injections, après avoir été pompé par les Occidentaux, après avoir fait des sacrifices et après avoir été mis en repos, pour qu'il paraisse comme quelqu'un devant le peuple. Mais en réalité, Biya n'est qu'un homme. Même si son corps était en acier, même si son corps était en fer, le fer rouille. C'est donc normal qu'avec l'âge, le corps de Biya rouille. C'est normal qu'avec l'âge, puisque même au village, lorsque vous voyez votre grand-père, à une certaine heure, il s'endort même à 10 heures. Il ouvre parfois la bouche et les mouches entrent. Vous pouvez même retirer son chasse-mouche et il ne s'en rendra pas compte. Retirer son pagne, vous pouvez le ridiculiser. Mais le jour de la fête, grand-père est rhabillé avec son beau boubou, ou même avec sa cravate et sa veste. Et on dit qu'il a rajeuni, grand-père. Quelle est belle grand-mère.
mais vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Tel est le cas de Biya aujourd'hui. Imaginez tout simplement dans votre famille et consultez n'importe quel médecin. Le Zimbabwe a connu cette étape avec Robert Mugabe. On a constaté qu'il avait des pertes de mémoire ou même que parfois il était incapable de se retrouver ou de se lever seul. Biya a des difficultés. Nous ne pouvons pas nous en moquer. Parce que bien au contraire, il s'est bien conservé. Mais diriger un pays aussi grand que le Cameroun, par procuration, par délégation de pouvoir, ou par effraction, comme actuellement avec Chantal Biya, qui répercute les ordres en Mbondayolo et en Ngongo. Puisque Mbondayolo lui-même a démontré aux yeux du monde entier que devant Chantal Biya, il n'est qu'un valet. Vous vous souvenez, lors de l'élection du 7 octobre 2018, Chantal Biya est venue arracher des mains de Mbondayolo le ticket. Mbondayolo tremblait. Imaginez donc ce qui se passe là-bas au palais. Celle qui déjà, alors que son mari avait même encore un peu d'énergie, en 2012, lors de la mort de son beau-père, donc du frère Biya, elle avait refusé de saluer Biya devant les caméras. Lorsque le prêtre célébrant la messe de Requiem avait prononcé la fameuse phrase « La paix du Christ ». Elle l'avait refusé pour vous montrer le caractère de cette dame. En 2012, Biya avait encore de l'énergie, mais il n'a pas bronché. Imaginez aujourd'hui la situation que vit Biya. N'est-il pas victime de porti-porta? N'êtes-vous pas sûr que peut-être lui aussi il a lassé au cou et qu'on le traîne même au sol comme un petit chien? Biya ne peut plus contenir Chantal Biya, qui a cadenassé tout le palais et dont il lui restait tout simplement un seul poste, celui de la DSP. Et cette DSP, elle est en train de récupérer ça et elle va récupérer ça. Le général Ivo Desancio, dans la légende qui a souvent accompagné ses exploits par rapport au coup d'État avorté de 1984, le 6 avril, il nous est souvent relaté que c'est celui-là qui, alors que c'est celui-là qui avait pris sous son aisselle Biya, entré avec lui dans le tunnel et puis dans le bunker et qui était venu réorganiser la réplique. C'est ce qui nous est raconté. Le général Ivo Desancio, anglophone du Nord-Ouest, est donc celui à qui Biya doit la vie, puisque c'est lui qui a mis Biya en sécurité dans le bunker et c'est lui qui a sécurisé le palais d'Etoudi. Ça, c'est côté officiel. Côté mystique, le général Ivo est aussi celui-là qui est parti avec Biya
par exemple à Bouy, et particulièrement le canton, dans le canton de Bouy, à Oko, où il y a eu des scènes mystiques, des rituels. Et où Biya aurait pris des pouvoirs surnaturels qui font de lui qu'il soit presque indomptable aujourd'hui. On a donc souvent accordé une certaine place au général Aévo, qui d'ailleurs lui-même a été promu général en 2001 par Paul Biya, et puis est devenu directeur de la sécurité présidentielle en 2004. Donc c'est depuis 2004 qu'il est bel et bien là. Sans oublier qu'il avait d'abord été adjoint au directeur de la DSP de l'époque, et puis que tellement au palais on a eu confiance en lui qu'il en est resté là avec Biya. C'est lui qui sécurise donc. Mais cependant, vous avez entendu, il n'y a pas très longtemps, que Ngongo avait demandé les codes de sécurité à tout le personnel du palais de Toudi. Et il disait sur haute instruction. Sauf que le général Aévo, qu'on voulait envoyer rapidement en retraite, a refusé. Il a dit qu'il attend uniquement les instructions du président, face à face, qu'il ne peut pas entendre qu'on va lui dire que le président a dit, sur haute instruction. C'est ainsi que les codes informatiques n'avaient pas été récupérés. Comment d'ailleurs cela était possible? Dans la mesure où on sait que la plupart des grandes entreprises sont sécurisées plutôt par le général Aévo, même pas seulement le palais. Puisque c'est son entreprise privée qui sécurise, par exemple, l'ambassade de la Grande-Bretagne, la société privée de gardiennage. Et d'ailleurs, dans cette société de gardiennage, il y a même une section de la cybersécurité où ils travaillent avec des logiciels russes et israéliens. Donc, au niveau du palais de Toudi, il a installé cela. Et c'est lui qui maîtrise tous ces codes-là. Et Ngongo voudrait maîtriser non seulement toutes les communications de Biya, mais tout le monde. Le jour où ils réussiront soit à tuer, soit à mettre le général Aévo hors de course, hors d'étude, le coup d'État sera réussi. Il s'agit donc d'un coup d'État organisé méticuleusement par Chantal Biya et Ngongo. Parce que on ne peut pas encercler tout un palais de cette façon-là. Parce que faire sauter le boulon à vos des insios veut tout simplement dire que c'est tout un seul clan, le clan Nanga, qui gère le palais des Toudi. Biya était-il bête de laisser par exemple que ne serait-ce que même la société de Aévo s'occupe de la sécurité auprès de la SDP, de Petroleum, de machin et toutes les grandes entités? Non. C'est parce qu'il avait confiance en lui. Et les rapports qu'on est parti lui donner, c'était que, justement,
étant anglophone, le général Aïvo utilise les Ambazoniens. Et d'autant plus que dans son canton, et particulièrement au nord-ouest, il y a beaucoup d'enlèvements. Ces enlèvements se font uniquement dans le bastion, le village du général Aïvo d'Ezencio, pour prouver non seulement aux Camerounais, mais aussi à Biya lui-même que Aïvo d'Ezencio est de mèche avec les Ambazoniens. Et même quand les Ambazoniens enlèvent, lorsque on demande une rançon, eh bien, Ngongo bloque. Lorsqu'on veut des négociations, Ngongo bloque. Pourquoi? Parce que, avec la crise anglophone, on déstabilise en même temps non seulement le Cameroun, mais surtout Aïvo d'Ezencio, pour que plus tard, on place, pour que plus tard, quand on dit plus tard, parce que plus tard, c'est très pressant, qu'on place l'opium, qui est déjà présent au palais. Comment vous pouvez donc comprendre aujourd'hui que Biya, chef d'État, soit là, mais qu'il y ait un accident, 11 morts, pas de communiqué, et bien plus, une sénatrice, Regina Mundi, est détenue otage, puis des images dont on ne peut pas encore certifier que c'est elle, mais selon ce que j'ai reçu, c'est de l'horreur. Comment se peut-il que dans un pays comme le Cameroun, qu'on dit diriger, que le président de la République ne donne pas de directives, ne fasse pas une sortie lorsqu'il y a des cas aussi graves, lorsqu'il y a des événements qui surviennent de partout, lorsque le pays est en ébullition. Biya est là, mais n'est pas là. Parce qu'un chef d'État devrait immédiatement demander qu'on prenne des dispositions par rapport aux appels qui lui ont été lancés par Regina Mundi. Regina Mundi, c'est une sénatrice nommée par Biya. C'est la première femme qui a été nommée par Biya auprès des services du gouverneur du Nord-Ouest. C'était en 1983. Il venait à peine d'arriver au pouvoir. Regina Mundi est une sénatrice choisie par Biya. Pas par hasard. Mais pour tout ce qu'elle a eu à avoir comme influence, même dans le domaine diplomatique, par rapport à Biya. Elle est kidnappée le 30 avril 2022 par les Ambazoniens de la branche ADF qui appartient à Lucas Ayabachou. Elle fait une vidéo
de 57 secondes avec le drapeau amazonien. Elle demande la libération des otages anglophones, ceux qui ont été extradés même du Nigeria ou encore qui ont été arrêtés par les forces armées du Cameroun et qui se retrouvent dans la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Voilà ce qu'elle demande. À peu près une cinquantaine. Non seulement le président de la République, à cet instant, doit présider le Conseil de défense, mais surtout, il doit donner des instructions au ministre des Forces armées pour prendre des dispositions pour libérer une sénatrice de notoriété internationale. Je devrais quand même rappeler que Regina Mundi fait partie de la 3e promotion des étudiants camerounais en 1960. Dans les années 60, aller étudier aux États-Unis. Grâce aux gens comme Kennedy. Vous vous rendez compte que elle a été au Trinity College, le même établissement que Pelosi, celle qui trône à la Chambre aux États-Unis. Elle a été dans cette école-là avec le gouverneur du Kansas. C'est une grande économiste ayant ses entreprises, mais qui a consacré sa vie à Paul Biya, au régime en place. Et c'est pour cela qu'elle est nommée et pas élue. Elle ne kidnappe pas avec son chauffeur. Où? À Bamenda. En plein jour. Alors qu'on nous a dit que la sécurité là-bas, c'est magnifique. On nous a dit que la guerre, c'est terminé. Que les anglophones, les Amazoniens, c'était mort. Le Bir avait tout écrasé. Elle est kidnappée depuis le 30 avril. Comment se peut-il que le président de la République ne dise rien au moment où des vidéos qui me sont parvenues montrent une horreur incroyable. Une femme déshabillée, nue, égorgée, et puis son sexe qui est tailladé. Que ce soit elle ou une autre femme, c'est trop grave. À côté d'elle, d'autres hommes sont égorgés. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun et c'est filmé. D'abord ligotée nue. Une femme égorgée. Les hommes sont égorgés. Et une chose est sûre, tous sont du RDPC. Ou tout au moins celle qui est égorgée. Et d'ailleurs,
dans leur communiqué ou dans leur communication. Les Ambazoniens n'avaient pas manqué de souligner qu'ils allaient l'abattre, l'assassiner, l'ovament, ou soit même avant, si jamais le gouvernement tentait une action de force pour essayer d'aller la libérer. Régine Amundi. Voilà les martyrs de ce régime. Voilà le prix à payer de cette tyrannie. Qu'elle soit vivante, que ce soit elle ou pas, ce sang qui coule. C'est comme des films d'horreur. Ça n'apporte que malheur. Nous sommes devenus un pays de tueurs. Du côté de l'armée, comme du côté des séparatistes, des sans-cœurs. Comment en est-on arrivé là? Un pays de paix. Kayidjo avait donné à Biya en 1982, qui est devenu un enfer sur terre. Comment en est-on arrivé là? Oui. Biya rendra des comptes. Et on ne tolérera pas qu'après Biya vienne une Biya. Que ce soit Chantal Biya ou Ngongo Biya, on n'acceptera pas. S'il faut arrêter le sang, s'il faut arrêter la guerre, il faut d'abord dire stop. Ngongo Biya, Chantal Biya et Paul Biya, sans compter Franck Biya et toute la clique de Biya qui nous a mis si bas, plus bas que des rats, à bas le régime Biya. La crise anglophone n'en finit pas. L'horreur n'en finit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Chaque jour, on voit des morts et on passe à autre chose. Même les autorités qui sont supposées apporter de la sérénité aux populations sont aussi rapidement assassinés. Le 7 mai 2022, c'est la famille du prophète des Kondotiti qui pleurait seul. Papa Timothée, Papa Timothée, Papa Timothée. Et Kondotiti, on avait peur de lui. Il rassurait. Il comptait sur l'obéir.
Il comptait sur l'autorité de l'État. Force à la loi. Mais lui-même a subi force au hors-la-loi. Il a été assassiné et conduit sous terre. On n'a pas vu le régime Biya. Ce n'est que toute sa famille qui est maintenant dans le désarroi. Passez au suivant. Puisque les morts sont véritablement morts, sont oubliés aussi rapidement que les héros qui ont lutté pour l'indépendance. On passe toujours le savon et les cons poursuivent leurs actions. Toutes ces familles se retrouvent seules face au destin, face à l'ingratitude d'un régime qui est incapable d'assister les leurs en danger. Le prophète Dekondo Titi aurait pu être sauvé si le régime avait su négocier. Mais le régime Biya n'a jamais voulu négocier pour ces autorités qui pourtant sont envoyées au front pour la patrie. Chaque fois qu'ils tombent au front, chaque fois qu'ils sont pris, eh bien, ils ne négocient pas et ils les laissent mourir. On a vu des délégués, celui de Kamwater. Il a été enlevé. Daniel Kapo est venu, il a revendiqué 10 millions, disant que maintenant, les ADF d'Ayabacho, Lucas, voudraient que lorsque l'État du Cameroun installe des choses là-bas ou bien vient exploiter des populations, que les populations puissent en bénéficier. Et ils ont dit, désormais les populations ne vont même pas payer de l'eau. Et que Kamwata collectait de l'eau sans reverser les impôts locaux. Voilà comment est-ce que le délégué a été pris. On demandait une rançon de 10 millions. Le gouvernement camerounais a refusé. Égorgé. Voilà Regina. Mama Regina. Appelons-la ainsi. Mundi. Le régime a refusé de sauver cette femme. Alors que le même régime a négocié avec Boko Haram. Paul Biya a versé de l'argent. $5 millions selon iTélé. Oui, parce qu'ils étaient des Blancs et parce qu'ils étaient Français. La famille Moulin-Fournier avait été enlevée en février. Et puis le 19 avril, ils étaient libérés. Toute la France était mobilisée. François Hollande avait dit à Paul Biya de tout faire pour faire libérer les otages français. Ça passait dans tous les journaux en France. La famille Moulin-Fournier. L'ambassade des États-Unis s'était mise en contribution, y compris l'ambassade de la Grande-Bretagne et même Abuja.
C'est-à-dire que le Nigeria s'était mobilisé. Et surtout, ces preneurs d'otages qui d'ailleurs avaient été localisés sur la frontière avec le Nigeria, qui n'étaient même pas surarmés. Paul Biya n'avait pas utilisé son armée, la force, pour aller les bombarder. Parce qu'il savait que si jamais il tentait la force, on allait les tuer. Si c'était des Camerounais, ils partaient. Ils disaient, allez-y. Lorsqu'ils avaient été libérés, ils ont été récupérés par Laurent Fabius. Il était alors ministre des Affaires étrangères. Il était venu au Cameroun. Ils sont repartis par jet privé. La France avait mis tous les moyens pour que Laurent Fabius quitte la France, vienne au Cameroun. Sauf que quand les journalistes ont demandé, vous avez payé combien? Ils ont dit, nous n'avons jamais payé. Et pourtant, ces preneurs d'otages avaient exigé la libération non seulement des combattants de Boko Haram, mais aussi 7 millions de dollars. Ils avaient même commencé par 2,5 millions de dollars. Et dès qu'ils ont su que la France est entrée en jeu, ils sont montés jusqu'à 7 millions. Ou plutôt les gens qui sont autour de Biya ont monté l'enveloppe jusqu'à 7 millions. Moulin Fournier est celui qui normalement, enfin, GDF, une entreprise française, c'est elle qui d'ailleurs avait commencé à négocier avec les otages et voulait payer pour faire libérer son employé. Mais par la suite, la France a exigé à Paul Biya d'aller négocier et d'aller payer. C'est ainsi qu'on est passé de 2,5 millions de dollars à 7 millions qui ont été versés par Paul Biya aux preneurs d'otages. Paul Biya a libéré les terroristes de Boko Haram pour sauver des Français. Moulin Fournier, qui était venu faire du tourisme, je crois, non loin du parc de Ouaza. Nous sommes le 19 avril 2013. Le gouvernement du Cameroun a été mobilisé. Tout le monde au travail, au boulot. On les a reçus à Yaoundé avant de décoller avec Laurent Fabius pour la France, où ils étaient attendus comme des mégastars. Moulin Fournier n'était qu'un simple employé. Là, nous sommes devant des autorités du Cameroun. Une sénatrice, camarade de Pelosi aux États-Unis, membre du comité central du RDPC, ami intime de Paul Biya. Là-bas, on refuse de négocier. On refuse de faire quoi que ce soit. Et on la laisse se faire égorger. Doit-on servir Paul Biya? Paul Biya travaille pour la France. Et non pour le Cameroun. On n'a qu'à voir comment il s'est mouillé pour la libération des otages français. 7.
Et comment est-ce qu'on égorge ceux qui travaillent autour de lui, cherchent à défendre son régime. Et puis, certains disent, cette guerre est alimentée par qui? La France a une bonne part. Si la crise n'est pas résolue, c'est à cause d'abord du régime Biya et aussi de la France. Le régime Biya, pourquoi? Parce que d'autres pays ont voulu jouer la médiation. Et parmi ces pays, on connaît par exemple le Canada. Mais on ne peut pas offrir une enveloppe de 10 milliards pour organiser une assise, un vrai dialogue avec les Amazoniens. Et puis vous refusez. L'initiative suisse, l'initiative qui devait, bien sûr, être menée par la Suisse, est allée jusqu'où? À peine, on a dit, c'est la DGRE, ECO, qui devait s'occuper de ça. Il est parti en vol et il a rencontré quelques anglophones qu'on a eu à extraire de Kondengui. Et puis ça s'est arrêté là. Ngongo a dit, ça s'arrête là. Vous avez dû écouter au moins l'interview que j'ai accordée à Dr. Soses Nkongo, qui vous a fait ces révélations, que ce sont les hauts cadres de l'armée. En commençant par, bien évidemment, les généraux, et aussi le ministre Betia Sama, sans pourtant oublier Ngongo, qui refuse la résolution de cette crise. Des morts, des morts, et des morts, et des morts. On n'en compte plus. On en est à plus de 12 000. On n'en finit pas. Des exilés, des gens qui vivent dans les brousses, des maisons brûlées. Mais Ngongo est là. Tous sont là. Ils attendent les nouvelles promotions. Et de toutes les façons, ils se sont déjà autopromus. Puisque Biya ne signe plus, ne décide plus. Mais plutôt, on décide de ce qu'il doit décider. Et quand on parle maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire que la France aurait pu résoudre cette crise si elle le voulait. Mais elle n'a pas voulu. Toutes les actions qui ont été menées au sein du Conseil de sécurité ont été bloquées par la France. N'oublions pas que la France a été ce qu'on appelle a dirigé la présidence du Conseil de sécurité au mois de juin 2021. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait? Emmanuel Macron a plutôt préféré dire qu'il s'occupait de la Syrie. Dans l'autre jour, il a inscrit la Syrie, Chypre et je crois l'Afrique du Nord ou bien. Voilà ses préoccupations. La crise anglophone n'est pas une préoccupation pour la France. La France a plutôt dit que c'était un problème interne et que Paul Biya allait résoudre de façon interne. La France a dit, pas de fédéralisme, nous restons dans ce que nous avons toujours eu à faire et nous disons que
nous allons faire le grand dialogue. Ils ont donc organisé ce grand dialogue et Paul Biya est venu en France pour rendre compte à Macron. N'oubliez pas qu'en 2019, sous l'impulsion des États-Unis, on a fait des pressions, les organisations non gouvernementales même, ont fait des pressions pour qu'il y ait une réunion au Conseil de sécurité sur le Cameroun. La France a bloqué, a dit niet. La seule réunion qu'il y a eu, c'était une seule de réunion qu'on appelait le type ARIA. Donc une réunion presque informelle, voilà. Après, basta. Mais entre-temps, la France s'est contentée à dire on va appliquer la décentralisation, qui est rejetée par les populations anglophones, qui est même rejetée par les populations francophones elles-mêmes, et qui ne marche même pas. Puisque la guerre est là. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se déchirer. Pendant ce temps, la France peut vendre ses armes, et Paul Biya, en même temps, court aussi signer d'autres conventions avec la Russie. Et quand il va signer les conventions avec la Russie, on dit qu'il est devenu panafricaniste. Il a toujours dansé sur 1000 pieds. Je suis le meilleur élève de la France, je deviens le meilleur élève de Poutine. Je crois en Dieu, je crois au diable. Voilà comment fonctionne Paul Biya. Ancien séminariste, ancien fils de catéchiste, devenu aujourd'hui l'incarnation de la franc-maçonnerie, de formation de tous les cercles ésotériques et tout ça. C'est donc le peuple camerounais qui est en train de subir. Pendant qu'on est en train de nous dire donc que Biya est devenu panafricaniste, que Biya mais a dit non à barrer la France. Qu'est-ce qu'on voit au Cameroun? Le jeudi 12 mai 2022, ce sont les autorités camerounaises, plus les représentants de l'ambassade de France au Cameroun, qui vont à Douala pour saluer et pour travailler avec un navire de guerre français qui est stationné actuellement, qui est stationné à Douala, au port. On nous dit que ce navire de guerre vient d'Afrique du Sud et il vient faire escale au Cameroun. Pas pour un jour, pas pour 2 jours. Ce n'est qu'au Cameroun où le navire de guerre français vient de faire escale. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on est en train de cacher? Et après, ce navire de guerre s'appelle Jeanne d'Arc 2022, disent-ils. Ils disent que il y a des élèves qui sont dedans, qui font partie de la promotion Jeanne d'Arc 2022. Est-ce qu'ils viennent se faire former au Cameroun? Non. Qu'est-ce qu'un navire de guerre vient faire sur les terres camerounaises, sur les eaux camerounaises, alors que Paul Biya vient de signer les accords militaires, dit-on, vient de renouveler les accords militaires avec la Russie. Et dans l'agenda d'Emmanuel Macron, il y a encore maintenant certaines informations qui nous disent que le Cameroun pourrait même être visité parce qu'il devrait se rendre à Luanda. Et puis, il devrait rencontrer Paul Biya si jamais il sera capable d'ouvrir des yeux. Il ne faut donc pas manipuler le peuple camerounais. Nous dire que on a déjà des accords avec la Russie, on a barré la France et on voit un navire militaire arriver, débarquer.
quand on est en train de se battre, quand on est en train de se déchirer, quand on est en train de faire tout ce qu'on est en train de faire, nous ne voyons pas ce qu'eux, ils voient. Les guerres qui sont là sont aussi des guerres de succession. Si le pays est stable, eh bien, ils ne peuvent pas bien nager. Ce sont des nageurs en eau trouble. La preuve, comme j'ai parlé de succession, ce qui se passe aujourd'hui dans le sérail. Vous comprenez immédiatement que non. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Dans le sérail, il y a des coups de poignard qui sortent. Dans le sérail, on a bel et bien compris et on ne cache même plus que Paul Biya fait désormais du passé et que ses héritiers ont décidé de tenir le taureau par des cornes. Ils montrent leur inimitié et ils sont en train de nous alerter que préparez-vous, l'heure est arrivée, l'heure est grave et ça va couler, le sang va couler. Le sang ne va pas couler seulement pour les anglophones, mais ça va couler dans le sérail. Après Biya, ça sent du soufre. Après Biya, ça sent du chaos. Et le chaos, nous commençons déjà à le voir dans la mesure où les Kalao du palais et les Kalao qui sont tout autour du régime et qui attendent la carcasse du vieux lion sont en train de déguiser actuellement leur bec. Les vautours planent, attendant que le vieux lion ferme l'œil afin qu'il plonge sur la dépouille. Ce ne sera pas pour manger seulement le vieux lion. Ils vont s'entre-manger. Les luttes clandestines, les luttes intestines dans le régime Biya sont suffisamment graves en ce moment. Les luttes aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a des véritables camps qui vivent maintenant comme des camps retranchés et qui se guettent, chacun sachant que je sortirai mon épée le moment venu. Ngongo a dégainé. Ngongo a donc dégainé parce que au palais, le camp Boulou et le camp Nanga est convaincu que soit l'un, soit l'autre. Un doit mourir. Pour l'instant, le palais de Toudi est entre les mains de Ngongo et c'est lui qui est à la signature présidentielle. Et c'est lui qui a donc le dessus. Cela se voit aujourd'hui parce que le nerf de guerre, c'est de l'argent. Et tant que vous pouvez affaiblir vos ennemis en bloquant leurs comptes ou alors en fermant les robinets où ils prennent leur argent, sachez que vous créez une débandade. Et la débandade aujourd'hui,
c'est du côté de Motazé, l'office de Biya, qui est en danger. Et pourquoi est-ce qu'il est en danger? Parce que l'un de ses caissiers est actuellement lui-même aussi en danger, des mains liées, parce que suite à une décision prise par le directeur des impôts, Mopa, Amougou Belinga ne peut plus faire deux pas. Certes, il a quelques médias qui viennent faire oh là là, peuvent faire n'importe quel reportage. On sort l'anecdote, qui va aussi raconter ses anecdotes, vous rappelez et confirmer d'ailleurs ce que je disais déjà, que le blocage des comptes de Amougou Belinga ne venait pas du ministère des Finances, mais plutôt était dicté par Ngongo sur haute instruction de Paul Biya. Une chose est sûre, c'est que en écoutant les griots d'Amougou Belinga dans ces médias, eh bien, ils viennent confirmer que Mopa n'est pas sous la enfin, n'est pas sous tutelle du ministre des Finances. Hiérarchiquement, sur l'organigramme, Mopa dépend de lui, Paul Motazé. Or, la décision qu'il prend, il ne se réfère pas à Motazé. Puisque Motazé a négocié des choses avec Amougou Belinga, et Amougou Belinga savait qu'il va jouer au dilatoire, ne va jamais payer. Mais Mopa, lui, il savait qu'il ne rend compte qu'au directeur des impôts. Il l'a fait, que ce soit avec les brasseries, il le fait avec tout le monde. Parce que Mopa est un produit placé par Ngongo. Certes, Mopa connaît les francs Biya avant, les Ousmane May, qui ont eu à l'épauler. Mais Mopa, on a vite compris que par sa jeunesse, et parce que il est quand même compétent, reconnaissons-le, né en 75, venant du Grand Nord, Ngongo a voulu avoir des pions un peu partout. C'est pour cela que, même si Mopa a été d'abord happé, faisait partie du clan Franc Biya et faisait partie du clan nordiste qui guette aussi le pouvoir, il est aujourd'hui au service de Ngongo. Et dans le dossier, là où Ngongo a raison, là où Mopa le tient, c'est que Amougou Belinga n'a jamais payé les impôts, ou plutôt refuse de payer les impôts. Il doit des centaines de milliards. Amougou refuse complètement depuis fort longtemps de pouvoir payer ces impôts-là ou même de livrer certains marchés. Son dossier est tellement vaste parce qu'il fonctionne avec lui, Paul Motazé, Afriland Bank, et ces réseaux tentaculaires qui vont jusqu'à l'étranger permettent donc un blanchiment d'argent à travers sa lessiveuse Vision Finance et à travers des faux marchés qui depuis ont été gagnés au niveau du ministère de l'économie, même pas des marchés, c'est des dons qui ont été accordés par lui, Paul Motazé, comme ça. Et au ministère des Finances, c'était la même chose. Maintenant, la difficulté, et c'est là où il y a le danger, c'est que Amougou Belinga, qui était également, ou qui est l'ami du général Evo Desencio, ne peut donc plus agir. Puisqu'il ne s'agira pas tout simplement de 17 milliards ou de 30 milliards, comme le disent les journalistes de Vision 4, mais il s'agira minimum de 100 milliards.
après les 100 milliards, il y aura encore un autre redressement. Et puis il y aura des véritables poursuites pour des détournements et des marchés fictifs. Parce que quand on sort la liste des personnes physiques faisant partie de Vision 4 sur la lettre, c'est une façon de donner un signe à Mougou que nous connaissons tes prête-noms. Et nous avons encore une autre liste. Parce que ce n'est pas tout. Je vous ai dit que Mougou Belinga avait 173 entreprises. Ça ira donc progressivement dans cette lutte-là, intensive, mais qui ne va pas seulement s'arrêter là. Parce que Ngongo utilise actuellement Mopa, qui est du Grand Nord. Mais il oublie une chose, c'est que le Grand Nord est en train de préparer une contre-attaque. Dans les déclarations de Gibaye Gassama, et même de certaines autorités, Gibaye Gassama qui a créé le mouvement 10 millions de nordistes, il est hors de question de laisser le pouvoir à un sudiste. Ils sont déterminés à pouvoir reprendre ce pouvoir. Et le lobbying est intensif. L'aide pourra même venir de l'extérieur, puisque le Cameroun aujourd'hui se retrouve devant une autre situation. Les nordistes peuvent s'appuyer sur le Tchad et aussi la France. Au Tchad, c'est Mahamat Déby. Et qui dit Mahamat Déby, dit la France. Et Paul Biya voulant faire des jeux de jambes avec la France, eh bien, la France peut bel et bien utiliser Idriss Déby pour déstabiliser le Cameroun. La preuve, voilà un ballon d'essai qui vient d'être lancé. Au Cameroun, on a applaudi que maintenant, la BDAC, que c'est un Camerounais, le fils de Paul Biya, qui allait maintenant gérer la banque qui doit bien sûr revenir à tous les États de l'Afrique centrale, la banque qui rassure, mais sauf que là, bam, alors qu'on avait déjà donné le nom du directeur, toujours un Dieu donné, Dieu donné et vous Mokou. Eh bien, jeudi 12 mai 2022, le président Mahamat Idriss Déby, il fait une sortie. Après avoir reçu le président sortant, il dit, le Tchad n'est pas d'accord de cette nomination parce que nous sommes convaincus que c'est maintenant un Tchadien qui doit prendre le contrôle de la banque sous-régionale. On ne comprend pas. On dit, mais comment ça? Il dit, effectivement, ça fait des années. Et nous ne sommes même pas au courant de la nomination de Dieudonné. Quoi? Là, c'est quelque chose de terrible. Cette déclaration veut donc déjà dire que le Tchad s'oppose totalement au Cameroun.
sans même utiliser le langage diplomatique, c'est de façon frontale. C'était du jamais vu, dans la mesure où le Cameroun est quand même le poumon économique de l'Afrique centrale. Et dire que Ivan Mokou aujourd'hui, Dieudonné, qui était d'ailleurs le pion, qui est le pion de Paul Biya dans le système, parce qu'il faut le savoir, vous ne le connaissez pas, mais il est là depuis. La preuve, c'est que c'est lui qui est d'ailleurs le directeur général de la CAA, la caisse d'amortissement. Donc, c'est lui qui contrôle d'ailleurs et qui vous donne les chiffres de l'endettement du Cameroun. À une certaine période, on se disait même que c'est lui qui devrait être le successeur de Biya, puisqu'il est beaucoup caché, et qu'il est l'enfant de la petite sœur de Biya. Selon des sources bien introduites, Biya l'aurait même reconnu. Et Biya aurait décidé que ce serait lui. Il est donc caché, parce que les vrais héritiers sont toujours cachés, et non ceux qui font du bruit. Au moment où le Tchad fait cette sortie, on ne prête pas attention au Cameroun. Mais il faut voir en ça une façon pour les autorités de N'Djamena de vouloir retracer, de rééquilibrer les forces, parce qu'aujourd'hui, Mahamat Idriss Déby sait que ce n'est plus avec Paul Biya qu'il va discuter, c'est avec le prochain président du Cameroun. La France sait bel et bien qu'elle ne peut utiliser que Mahamat Idriss Déby pour ne pas perdre la main au niveau du Cameroun. Si jamais le Cameroun veut aussi tomber dans l'escarcelle de la Russie, la France sera donc obligée d'utiliser l'arrière-base du Tchad pour justement aussi monter une rébellion des nordistes. Les nordistes, certains savent que, ou bien la plupart, que si jamais les sudistes veulent confisquer le pouvoir, ils n'auront d'autre choix qu'à prendre des armes. Et au-delà de ça, je vais bien en parler la prochaine fois. Et il y a des forces extérieures qui pourront aussi intervenir. Ne faisons donc pas comme si le pouvoir se jouait seulement entre les Nanga et les Boudou. Le Cameroun appartient à toutes les tribus, à toutes les ethnies. On ne pourrait donc pas déjà déclarer que c'est elle qui devrait avoir le pouvoir, comme l'espère Chantal Biya, comme l'espère Ngongo. Battez-vous avec Amoukbelinga. Cravatez-vous. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui se préparent un peu de partout, que ce soit du côté ambazonien, que ce soit aussi du côté des autres régions, mais surtout de savoir que le Grand Nord a des forces vives. Et le Grand Nord s'est longtemps tu. Raison pour laquelle vous ne voyez pas dans l'opposition certains du Grand Nord. Ils n'en parlent pas. Puisque une bonne partie ou certains espoirs n'existent pas, comme Marafa, qui est aujourd'hui en prison et qui était vu comme un futur président. Mais lorsque vous vous retrouvez avec Bello Bouba,
Bello Bouba est déjà réduit à sa simple expression et il a été démonté dans le septentrion. Il n'a plus la cote de popularité. Mais cependant, il est en train de guetter. Vous avez d'ailleurs pu voir comment est-ce qu'il a fait un appel de pied à Maurice Kamto. Oui, ce serait la deuxième hypothèse. Si jamais on décide de confisquer le pouvoir avec un certain clan, pourquoi le Grand Nord ne s'allierait pas avec Maurice Kamto? Dans ce cas, le Grand Nord n'aura même pas besoin de faire appel aux forces extérieures. Puisque Maurice Kamto, lorsque vous écoutez les discours de certains barons du Grand Nord, il lui voue un grand respect. Sans pour autant oublier que le vice-président du MRC est du Grand Nord. Le Grand Nord a été déçu par le RDPC. Le Grand Nord a été utilisé par le RDPC, par Paul Biya. Aujourd'hui, le Grand Nord est capable, si jamais il n'y a pas un leader qui se démarque là-bas, selon les réunions qui sont faites, se rallier à Maurice Kamto. Et là, ce sera toute la classe et tous les pions qui seront bouleversés. Maurice Kamto a d'ailleurs fait une sortie. Cette sortie sur Vox Africa est pleine d'enseignements où il reprend sa formule. Il insiste, persiste. Il a gagné l'élection présidentielle en 2018. Il n'est pas friand de communication. Bien au contraire, il refuse de faire des apparitions. Mais cette sortie arrive au moment où on est en train de parler de la vacance du pouvoir. Cette sortie de Maurice Kamto arrive au moment où il y a beaucoup de divisions et beaucoup de rumeurs du côté du palais des Tudi. Et il vous dit donc, faites du bruit là-bas, vous n'avez pas l'onction populaire, vous n'avez pas de crédibilité puisque vous n'avez jamais été à une élection. Mais moi, je revendique encore ma victoire de 2018. C'est donc une remobilisation déjà pour 2027, appelant déjà ses sympathisants et même d'autres qui se sentent déçus à rejoindre son camp. C'est donc dans ce match qui est loin d'une simple sortie médiatique, loin de croire qu'il est naïf, et il vous dit qu'il n'a jamais milité au RDPC. Il se présente donc comme un électron libre et ayant cette conscience qu'il peut engranger de la confiance auprès de ces populations qui vouent déjà méfiance au régime en place, au régime sortant, voulant devenir entrant. Maurice Kamto donc se met dans de nouveaux habits, de véritables combattants, et il utilise un langage messianique. Et dans ce langage messianique, il dit qu'il faut, pour le Cameroun, un Jésus de la politique. Et ce Jésus de la politique passe par des humiliations, peut même passer par le crucifix, mais au bout du coup, par la libération du peuple camerounais. Et parmi ces Jésus, il peut en faire partie, puisqu'il a déjà connu l'incarcération à la prison de Kondengui, les assignations à résidence, et sans pour autant oublier que les interdictions de s'exprimer. Il a connu toutes sortes de tortures morales, physiques, et les militants du MRC, tels ses apôtres, sont aussi en train de subir, puisque jusqu'à présent, ils sont dans les geôles du régime dictatorial.
Donc, avec tous ces mécontents, qu'ils soient du Grand Nord, qu'ils soient du Nord-Ouest, Sud-Ouest, qu'ils soient même de toutes les catégories sociales, où on voit que la vie chère, pendant que les autres sont milliardaires, eh bien, il peut réussir, une fois de plus, à mobiliser mieux même qu'en 2018. Lui qu'on disait qu'il est fini, peut même devenir beaucoup plus fort, et à partir de là, il peut aussi avoir ce qu'on peut dire une aide internationale. Parce que, après Biya, les puissances, les grandes puissances ne vont pas accepter que le Cameroun continue à plonger. Il faudrait bien qu'on puisse faire que cette porte d'entrée du Golfe de Guinée, ce poumon économique ne soit pas asphyxié, mais soit plutôt libéré. Et pour libérer donc le Cameroun, il faut bien un Jésus de l'intérieur. Et ce Jésus de l'intérieur, ça ne peut pas être le Jésus d'Etoudi. Ou alors les petits Jésus d'Etoudi. Ou alors les Judas Iscariotes d'Etoudi, qui sont en train de poignarder Biya par le dos, qui sont en train de démonter tout son système de sécurité, qui sont en train de prendre tous ses pouvoirs, qui ont installé tous leurs pions, attendant le moment fatidique pour l'achever. Le Cameroun, à la croisée des chemins, doit se trouver quelqu'un qui va accepter de porter la croix pour 2025. 2025 n'est plus loin. 2025 est déjà là. Et on commence déjà à se préparer. Sauf que là, il y aura, comme il faut aussi se le dire, le danger à tous les tournants. Le Cameroun risque même de tomber entre les mains d'un homme fort, comme la Guinée, comme le Mali, ou même comme le Tchad, à côté. C'est ça, ce qui arrive aux autres, peut aussi nous arriver. Un civil pourra-t-il redresser le Cameroun? Il faudrait un Jésus politique, comme le dit Maurice Kamto. À défaut de ça, il faudrait donc déjà commencer à réfléchir en voyant la marine militaire française qui débarque au Cameroun, en voyant les mouvements de troupes qui se font au Cameroun, se poser des questions si ce ne sera pas un coup de force d'un homme fort pour une transition. Les institutions du Cameroun sont faibles, ou plutôt sont incarnées par des hommes faibles, parce que le président du Sénat n'est qu'un chiffon, un papier lui aussi complètement fini, épouvantable, un président de l'Assemblée nationale ivrogne, qui est en train de positionner aussi tous les membres de sa famille, cadenasser tout, mais qui ne peut pas arriver à Etoudi. Le chemin d'Etoudi sera long. Le chemin d'Etoudi va rendre étourdi. Le chemin d'Etoudi, le voici. Et celui qui va se présenter comme Jésus peut aussi finir sacrifié sur la croix comme le Messie. Merci. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que c'était uniquement par devoir que j'ai fait ce direct qui n'a pas la même durée que les autres.
mais j'étais dans l'obligation, actualité oblige, de vous entretenir quelques minutes avant que je ne m'envole. C'était difficile pour moi de le faire et difficile pour moi de ne pas être avec ceux de Facebook et de toutes les autres plateformes, mais tout au moins la semaine prochaine, je reviendrai en direct sur Facebook et sur YouTube. Bon week-end